lorsqu'il s'agit d'aborder les pages sombres de l'histoire, comme on dit. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Les victimes peuvent parfois devenir des bourreaux et inversement. Une première question pour vous, Andrés Trapello. Votre livre nous plonge peut-être dans 2 degrés de compréhension. Je le disais, la confrontation directe entre passé et présent, mais aussi à un moment même où l'Espagne commence à essayer, peut-être pas de tourner la page, mais de reconnaître les coupables de la guerre civile. On pense, et il est cité dans votre livre, au juge Garzón et aux procédures. Ma question est très simple finalement. Est-ce que la guerre civile espagnole plane toujours sur l'Espagne aujourd'hui? Oui, bonjour et merci. Nous allons parler ce soir et cet après-midi d'une question très compliquée même pour les Espagnols. C'est la guerre civile. La guerre civile en Espagne n'est pas finie encore parce qu'il y avait beaucoup d'histoires confrontées et différentes selon le côté d'où se rend compte. Et je crois qu'en Espagne, il y a une impossibilité métaphysique de faire un roman qui servait tous les deux côtés. Parce que l'Espagne est partagée en 2 moitiés, irréconciliables, et jusqu'à ce moment-là, c'est pas possible réconcilier, ou c'était pas possible réconcilier parce que, en plus, il y a des victimes qui sont enterrées au chemin ou de forme anonyme. Je crois que la question, je pose la question, on pouvait après le formuler d'une autre façon, et la question c'est la suivante. Entre la justice et la paix, la mémoire et l'oubli, s'il est possible la justice sans oubli, et s'il est possible la paix sans justice, et c'est tout. Et la vérité, si c'est possible, la justice sans vérité. Le problème en Espagne, c'est que presque tout le monde voudrait connaître une partie seulement de la vérité. Presque personne veut connaître toute la vérité. Et la vérité de 2 côtés. C'est le problème. Il y a beaucoup de victimes, c'est vrai, victimes pendant la guerre, obviamente et naturellement, mais après, on confond souvent entre la guerre et le franquisme. Ce sont des choses très différentes. La guerre, c'est une chose, le franquisme, c'est une autre. C'est vrai que le franquisme a été coupable de beaucoup d'assassinats, de répression, des prisonniers, etc. etc. Mais ce sont 2 problèmes différents. La guerre, c'est une autre chose. La guerre, c'est un gouvernement légal, la République, et un coup d'État fait pour fascistes, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient démocrates, qui étaient républicaines et qui considéraient que la République était démocratique jusqu'au 18e de 1936. Le 19e, il est devenu une autre chose. La République laisse d'être République pour être un projet de révolution pas démocrate. C'est pour ça, et naturellement, l'autre côté, le côté fasciste, était pas démocrate et jamais. C'est compliqué. Je rebondis en revanche sur un point, parce que vous parliez de justice. Le livre de David Machiado, lui, parle énormément de vérité, comme si finalement, c'était peut-être pas la justice le fond du problème, mais la transmission de la vérité. Qu'est-ce qui a été vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire, David Machiado, si c'est ça? Est-ce que le plus important, c'est finalement de connaître le fait? Boa noite a todos. Bonsoir à tous. Eu não acho que o mais importante seja conhecer a verdade. Soit connaître la vérité. Eu acho que o mais importante é perceber que há várias verdades. Qu'il y a plusieurs vérités. E que elas podem todas coexistir. Elles peuvent toutes coexister. Eu lembro-me que uma das primeiras coisas que me
puxou para escrever este romance. Poussé à écrire ce roman. Foi livro que eu comprei há alguns anos, acheté il y a quelques années, que se chama qualquer coisa como Guerrilheiros antifranquistas em Trás-os-Montes. Guerreiros antifranquistes dans la région portugaise du Trás-os-Montes. E eu lembro-me que comecei a ler o livro, e o livro são basicamente vários testemunhos de pessoas que viveram essa época, que acolheram antifranquistas. E a certa altura eu encontrei uma história, um episódio de um assalto a uma caminhoneta de passageiros, em que alguns antifranquistas assaltaram a caminhoneta, mandaram parar a caminhoneta e roubaram as pessoas que iam dentro da caminhoneta. E esse episódio tinha-me sido contado pelo meu avô quando eu era criança. O meu avô nasceu em Trás-os-Montes e o pai dele estava nessa caminhoneta. E, no entanto, o testemunho que vinha nesse livro de uma pessoa que também estava dentro da caminhoneta era contrário àquele do meu bisavô. E nesse momento, aquilo que eu pensei não foi este homem está a mentir porque o meu avô é que estava a dizer a verdade. Aquilo que eu pensei foi provavelmente este homem lembra-se das coisas de uma maneira e o meu avô lembra-se das coisas de outra maneira. E então eu comecei a pensar nesta questão de que o meu avô é que me contou esta história. Eu não vivi nada disto. Eu não vivi a ditadura. Eu nasci em 1978, depois do 25 de Abril em Portugal. E por isso tudo aquilo que eu tenho são memórias que me foram contadas. E nunca será possível eu descobrir qual é que é a verdade. Eu acho que só é possível nós escolhermos uma verdade que nós com a qual nós nos sentimos confortáveis e seguros e que de alguma forma achamos que faz justiça na nossa existência, enquanto pessoa, mas enquanto povo também, enquanto país. Fernando Aramburu, vous êtes de cet avis aussi, la vérité doit être confortable? Buenas tardes. Bonsoir. No lo creo. Je ne pense pas. No lo creo. Yo tengo una idea un tanto conflictiva de las sociedades J'ai humanas. une idée assez conflictive des sociétés. De hecho, De fait, yo nací el mismo año je suis né la même année, que se fundó la banda terrorista ETA. l'année de fondation de l'ETA. De manera que mi experiencia de la sociedad ha estado vinculada desde mi infancia. De fait que mon idée de la société a été liée à mon enfance. Un hecho no solamente conflictivo, Un épisode relativement conflictif, sino directamente doloroso y criminal. même douloureux à regarder. Tengo que añadir que Je dois ajouter, yo estoy aquí sentado, je suis ici assis, más como escritor de ficciones que como historiador. plus comme un écrivain qui écrit de la fiction que comme un historien. De hecho, mi relación con la historia Ma relation avec l'histoire es más bien parasitaria. est plus celle d'un parasitaire, pardon. Me refiero a la historia de un pasado que yo no he vivido. Plutôt, je me réfère à une histoire que je n'ai pas vécue. Otra cosa es la historia que ha sido en la cual yo he estado presente. Une autre chose est l'histoire à laquelle j'ai participé. Y esa es la historia que a mí realmente me preocupa. Et c'est cette histoire qui me préoccupe. No solo como hombre de letras, sino también como Non pas seulement comme un homme de lettres, mais aussi sí.
respeto el trabajo de mis compañeros de letras. Je respecte le travail de mes amis hommes de lettres que dedican su esfuerzo qui ont mis tous leurs efforts a dejar un testimonio, una versión, à laisser un témoignage, une version, une interprétation de la guerra civil española. De la guerre civile espagnole. Pero muchos de ellos no estuvieron presentes en aquel acontecimiento. Mais nombreux sont ceux qui n'étaient pas présents durant ces faits. De donde deduzco que lo conocen porque se han informado. J'en déduis alors qu'ils se sont informés. Han leído libros, tal vez. Ils ont lu. O les han contado historias dentro de su familia, por ejemplo. Ou leur famille leur a raconté, par exemple, des histoires. Un abuelo en esa guerra. J'ai un grand-père. Pero como escritor. J'ai perdu un grand-père. Como escritor no consigo establecer un vínculo emocional con ese episodio. Je n'arrive pas à établir un lien émotionnel avec cet épisode. Y entiendo además que después del año 39 han ocurrido en España. Je comprends d'ailleurs qu'après 1939, il s'est passé de nombreuses choses. Algunas particularmente graves y sangrientas. Graves et sanglantes. Y a esas realidades son a las que yo presto atención. Et je donne mon attention à ces choses-là. En tant qu'écrivain. Pero no siempre. Mais pas toujours. Porque yo no quiero dejarme absorber. Je ne veux pas être absorbé. Por una cuestión a la que yo accedo por dos razones. Par une question à laquelle j'accède pour deux raisons. Una, por supuesto, para sacar un provecho literario. La première, évidemment, pour en sortir de la littérature, pour en extraire de la littérature. Por un compromiso con la verdad. Et un autre qui serait un compromis avec la vérité. Entendiendo por la verdad. La vérité étant. Una actitud de compasión y de solidaridad con quienes han sufrido la historia. Une attitude de compassion et de solidarité avec ceux qui en ont souffert. En este caso, con las víctimas del terrorismo. Dans ce cas-ci, les victimes du terrorisme. Y pienso que en la actualidad, aunque ya no se cometan atentados. Je pense que dans l'actualité, même si on ne voit pas toujours d'attentats. Hay una campaña en favor del olvido. Il y a une campagne en faveur de l'oubli. Incluso hay quien pone en marcha un principio de revisionismo, de reinterpretación de la historia actual. Ceux qui mettent en exergue des conforme a sus intereses ideológicos o políticos. Y yo me opongo a eso con mi literatura. Et moi, je m'oppose à ceci, au révisionnisme avec ma littérature. Je finis en disant que mes livres, même s'ils ont des défauts, et évidemment qu'ils le sont, qu'ils en ont, si mes livres pouvaient contenir des réponses pour les générations futures, qui se poseront les questions. Et voilà, pour l'instant. Alors, lutter contre, en tout cas interroger le révisionnisme, c'est l'un des points communs à vos livres, messieurs. Il y a un autre point commun à vos livres, c'est que tous vos ouvrages parlent de la grande histoire à travers la petite histoire. J'entends la petite histoire, l'histoire d'un homme, l'histoire d'une famille. Et le disant, je pense à vous aussi, Antonio Altarriba, puisque c'est vraiment l'histoire de votre père qui, je le disais, a traversé le XXe siècle. Pour vous, ça a été une évidence d'utiliser, si vous me permettez l'expression, d'utiliser la figure de votre père pour parler du XXe siècle. Oui. C'est peut-être le terme utilisé qui me dérange un peu, parce que c'est L'Art de voler, une bande dessinée que j'ai publiée il y a quelques années, où je raconte la vie de mon père. C'est un livre qui a été donc écrit à partir, non pas dans un objectif de revoir l'histoire de l'Espagne, mais simplement peut-être pour soulager une très forte douleur
Mon père s'est suicidé à l'âge de 90 ans. Et simplement le fait d'essayer de m'expliquer pour quelle raison cet homme, à cet âge-là, ayant tellement proche déjà la mort, n'a pas pu résister encore dans la vie et qui a décidé de finalement se jeter par la fenêtre, que je me suis mis à écrire. Donc c'est un livre qui n'a pas été fait dans une volonté de reconstruction historique. Mon père n'était pas, en tout cas, ni un outil, ni un prétexte. C'est peut-être moi qui voulais trouver une libération, en tout cas un soulagement pour la douleur que j'éprouvais. C'est sans doute ça, parce que je pense qu'à la fin, mon père en est mort 50 ans ou 60 ans après la guerre civile, comme conséquence de cette guerre civile, que même si je suis né bien de temps après, je suis né en 52, je continue, ou j'ai vécu, pour ainsi dire, les échos et les conséquences de cette guerre civile. Pour moi, par exemple, à différence de Fernando Aramburu, la connexion émotionnelle avec cet événement est très évidente et très claire. Et pour moi, la vérité que j'ai vécue, c'est la vérité d'un homme comme mon père qui a lutté pour un idéal. Il était anarchiste dans l'Espagne des années 30, qui a lutté contre une idéologie qui était le fascisme, qu'il considérait injuste, et qui a fait toute une péripétie, une trajectoire que peut-être pour certains d'entre vous sera parfaitement reconnaissable dans la mesure où Montpellier a été une ville qui a subi ou qui a vécu les conséquences de cette guerre à travers l'exil. Mon père, par exemple, a vécu beaucoup de temps ici à Montpellier pendant son exil. Le français avec lequel je vous parle, c'est en français, c'est une langue que j'ai apprise ici, chez les amis de mon père, dans les milieux anarchistes, qui m'ont appris les idéaux pour lesquels il luttait. Et c'est une question qui n'est pas du tout fermée, qui reste toujours vivante. Récemment encore, les comités des droits humains des Nations Unies exigeaient à l'Espagne de faire de la justice sur la guerre civile et les crimes de franquisme. Le Parti populaire, encore au pouvoir, est très belligérant et très combatif dans le refus d'en parler, d'ouvrir cette question. Et je pense que si nous devons parler des vérités, il est vrai que je ne sais pas jusqu'à quel point tout le monde veut voir toutes les vérités, mais il y a une partie de l'Espagne qui a construit pendant très longtemps une seule, unique et triomphante vérité. Et Franco, même si le franquisme n'est pas la même chose que la guerre civile, le régime franquiste s'est justifié toujours comme une victoire contre le chaos, le désordre et la révolution de toute une série de forces qu'il avait combattues. Donc, dans ce sens, je crois que ce qui reste à faire, ce n'est pas tellement diluer ou faire confortable la vérité, mais récupérer de points de vue, des visions et des opinions qui ont été encore 40 ans après la mort de Franco, relayées, écartées de notre mémoire et de notre discours. Donc pour moi, c'est encore historiquement et personnellement une histoire ouverte.
Je vous propose qu'on écoute un extrait de votre bande dessinée, Antonio Altariba. C'est pas à proprement parler la bande dessinée, les bulles qui seront lues, mais un très beau petit texte qui est derrière, comme une sorte de postface finalement. Juliette Bouchonna. Mon père s'est suicidé le 4 mai 2001. C'est là que tout s'est terminé pour lui et que l'enfer a commencé pour moi. En réalité, j'étais en lui depuis un bout de temps, tant les 15 années de dépression qui ont précédé sa mort ont été éprouvantes. Ceux qui ont fait l'expérience de cette maladie à titre personnel ou à travers un proche connaissent la douleur et la profonde noirceur d'âme qu'elle enduit. Mais ayant atteint l'objectif qu'il caressait depuis si longtemps, une fois mort, mon père est devenu un fantôme qui venait chaque jour réveiller mes remords. Car au vide que je ressentais en tant qu'orphelin, s'est ajoutée une intense culpabilité. J'aurais dû, et à vrai dire, j'aurais pu en faire davantage pour lui, si seulement je ne l'avais pas envoyé dans une maison de retraite. Si j'avais passé plus de temps à ses côtés, si je lui avais trouvé un autre psychiatre, et surtout, si je l'avais aidé à mourir quand il me l'a demandé de manière si poignante. Il n'avait que moi. Il ne parlait qu'avec moi. Au cours des dernières années, j'étais le seul à pouvoir toucher son cœur endurci par la souffrance, le seul à soulager son angoisse. Pourtant, je ne m'y suis pas employée à fond, parce que j'avais des choses plus importantes à faire, parce que ces longues séances où je tentais de le tirer du gouffre de la tristesse me pesaient trop, parce que, au premier refus d'un ami médecin de me fournir les cachets qui auraient mis fin à ses jours, j'ai abandonné mes recherches, parce que je n'ai pas fait pour lui ce qu'il aurait fait pour moi, parce que j'ai trahi notre alliance du sang. La rage vint s'ajouter au bouleversement émotionnel lorsque, quelques jours après sa mort, je reçus une lettre de Rita Montréal, la directrice de la maison de retraite où il résidait, me réclamant 34 € que restait de voir mon père, mort le 4 et non le 1er du mois. Je sus par la suite que j'aurais pu porter plainte contre l'administration de La Rioja et obtenir une forte indemnisation, car mon père, se trouvant à ce moment-là à l'infirmerie, leur responsabilité était engagée dès lors qu'ils avaient manqué à leur obligation de surveillance. Pourtant, je me bornais à répondre à Madame Montréal de mieux veiller à la sécurité de ses résidents, de respecter mon deuil et de faire une croix sur ces 34 €. Je crus que l'incident en resterait là. C'est mal connaître le fonctionnement inhumain de certaines administrations. En 2004, la dette me fut réclamée par voie judiciaire, augmentée d'intérêts et frais de retard. Comme par hasard, 3 ans s'étaient écoulés et toute négligence dont auraient pu se rendre coupables les responsables de l'institution tombait sous le coup de la prescription. Il était impensable que je paie cette somme, aussi insignifiante fût-elle. Dans une certaine mesure, je souhaitais qu'on m'envoie en prison. J'aurais pu alors clamer à la face du monde l'injustice dont avait été victime mon père. C'était une nouvelle atteinte à sa dignité. Cela se passait après son incinération et la dispersion de ses cendres. La cause de sa mort me parut alors claire, comme de l'eau de roche. Au-delà de la dépression qui en avait été le facteur immédiat, mon père s'était suicidé en raison d'une accumulation mortifère d'échecs, de frustrations et d'humiliations. Et si je n'avais pas arrêté tout cela, les outrages l'auraient poursuivi jusque dans la tombe. Je tentai de traîner la communauté de La Rioja devant les tribunaux et je perdis. Qui plus est, afin de sanctionner mon effronterie, le contrôleur des impôts ordonna un examen du patrimoine de mon père, quelques milliers d'euros, et réussit à me soutirer des droits de succession faramineux.
Au cours de ces mois de plomb, je me lançais également dans une bataille médiatique. J'organisais des conférences de presse, allais dans les studios de radio et sur les plateaux de télévision dénoncer ce dont j'étais victime. Jusqu'à ce que les autorités de La Rioja, en la personne du contrôleur des impôts, j'en ai la certitude absolue, décident de mettre un terme au scandale. Il parla avec mon principal interlocuteur médiatique, le journal La Rioja, qui m'informa aussitôt que l'on ne publierait plus d'informations au sujet de mon affaire. J'avais à mon tour été défait par les armes d'une démocratie autoritaire et arrogante. J'étais un vaincu de plus dans la guerre qui oppose le citoyen en quête de justice à ceux qui se considèrent depuis toujours comme les détenteurs du pouvoir. Merci pour cet extrait, Juliette. Alors, c'est vrai que la question de ce soir ne sont pas les charmes et les mystères de l'administration, mais il y a quand même une question qui se pose, et c'est votre personnage, Andrés, qui la pose dans votre livre. Qu'avons-nous fait, ou plutôt, que n'avons-nous pas fait pour que le franquisme perdure pendant 40 ans? Je vous pose cette question, mais j'invite ensuite les autres auteurs présents sur cette scène à y répondre, peut-être. Je disais d'abord que le problème, c'est le problème entre victimes et bourreaux, victimaires et victimes, entre coupables et innocents. Et le problème, je dis que la guerre, c'est une chose, le franquisme, c'est une autre. C'est vrai que le franquisme, c'est conséquence de la guerre, mais la guerre n'explique pas du tout le franquisme. La guerre, le franquisme explique une partie de la guerre. C'est-à-dire, c'est partidiste à l'heure d'expliquer la guerre. Et le problème, ce qui est problématique dans la guerre espagnole, c'est que quelqu'un qui sont victimes de la guerre, pendant la guerre, était aussi bourreau. Et des personnes qui étaient bourreaux étaient après, dans le franquisme, victimes. Et décider et voir qui est l'innocent, voir qui est la victime, qui est le bourreau, c'est le problème des 70 ans. C'est pour ça que dans mon roman, aussi, je suis d'accord avec Fernando Aramburu, moi je fais un roman, je ne fais pas une histoire, je fais un roman de fiction. Pourquoi? Parce que le protagoniste, le personnage principal de mon histoire, de mon roman, il dit que c'est préférable, il préfère exprimer l'histoire dans un roman que dans l'histoire avec majuscule, parce que l'histoire, la vie, il n'a pas sens, même que le roman, oui. Et les personnes, l'être humain cherche le sens dans la vie. Et c'est pour ça que les choses qui sont dans un roman cherchent un sens final. La vie, l'histoire, il n'a pas de sens. Et dans mon roman, il existe une explication de la guerre. C'est une explication qui n'est pas une explication. C'est confirmer que c'est compliqué et que probablement, je n'ai pas la clé de ces problèmes. La clé, c'est qu'il faut que dans un moment, l'être humain doit oublier, doit pardonner et doit passer la page. C'est Nietzsche qui a dit qu'un excès de mémoire daigne la vie. La mémoire, c'est contraire à la vie. Il faut que dans ces moments, je pose aussi une histoire réelle. Hier, je parlais au lecteur de Cognac d'une histoire réelle. L'oncle de ma femme, c'était un phalangiste, un jeune homme de 17 ans, à Madrid. Ils ont cherché, ils l'ont assassiné. Son corps, jamais retrouvé. Et le deuil, on n'est pas à le faire. On n'est pas à le faire. Et
le corps est retrouvé jamais. C'est une cas d'injustice. Mais nous devons ouvrir cette blessure éternellement, où nous devons passer la page. Ça, c'est la question. C'est entre justice et entre mémoire, l'oubli, la paix. Je dis, je n'ai pas la clé de ces problèmes, mais ça, c'est le problème. Le franquisme, c'est une autre chose. Le franquisme, ce sont des autorités, c'est la guerre d'une partie sur la population complète. À la guerre civile, c'était deux parties, un côté et un autre côté. Le franquisme est différent. Le franquisme, c'est le pouvoir qui exerçait son autorité contre la population. Mais la guerre, ce n'est pas la même chose. La guerre, c'était que tous étaient contre tous. Et beaucoup de personnes qui disaient, qui défendaient la démocratie, ce n'est pas vrai. C'est seulement, ils défendaient un mot, mais pas l'action. Et c'est vrai qu'ils se disculpaient, disaient que la guerre a besoin d'une perte de liberté nécessaire, pour, etc., etc. Bon, j'insiste que une chose c'est la guerre, une autre chose différente c'est le franquisme. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire avec la mémoire? Administrer la mémoire aussi est compliqué, parce qu'il y a des personnes qui seulement veulent se souvenir, se rappeler des choses qui les conviennent. Pardon. Et c'est fatigué, parler en français pour moi. Non, ça fait rien. Bon. Et je pose cette question, je dis, je n'ai pas la solution, mais c'est un problème. Les choses ne sont pas rouges et noires, pas blancs et noirs. Non, il y a... J'exprimais beaucoup de fois que le problème en Espagne dans la guerre civile, ce n'est pas qu'il avait deux Espagnes, l'Espagne rouge, l'Espagne noire, sinon qu'il était une petite Espagne rouge, et une petite Espagne très bleue, très phalangiste, et une grande Espagne qui n'était pas neutre, mais une Espagne majoritaire et c'est pacifiste. Et on a parlé ici d'anarchistes. Les anarchistes sont aussi eux-mêmes, ils étaient victimes des communistes à la guerre. Les trotskistes étaient victimes des communistes à la guerre. C'est-à-dire qu'il y a, dedans de la guerre espagnole, des victimes dans ses propres côtés, dans la propre guerre. Bon. Fernando, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qu'on vient d'entendre? Un mot simplement, oui. On ne peut jamais oublier quand on t'empêche d'exercer la mémoire. L'oubli n'arrivera jamais tant que, pour le moment, comment peut-on oublier quand on n'a pas pu construire le souvenir? On nous a empêchés. Alors on peut pas passer la page. On ne peut pas oublier. Oui. Bon, je sais que je suis ici dans une position minoritaire, mais l'histoire dit exactement le contraire. Nous oublions toutes les guerres. Vous vous souvenez de la guerre de Guelfos et Ghibelline? Non. Vous importe la guerre de 100 ans? Non. Parce que la guerre, c'est naturellement, peu à peu, s'oubliera. Pas cette guerre, toutes les guerres. Par fortune, heureusement. Parce qu'on ne peut pas vivre constamment aggravié. On ne peut pas parler, on ne peut pas vivre toujours avec le poids de la mémoire, parce que c'est Nietzsche qui l'a dit, c'est pas moi. Un excès de mémoire daigne la vie. Et heureusement, tout le monde doit vivre. Et je dis pas que
qu'il ne faut pas faire réparation aux victimes. Pas du tout. Pas du tout. Je dis qu'on doit chercher un point qui fait possible la réconciliation de tout le monde. Alors, sans oublier, l'Allemagne l'a fait. En Espagne, nous sommes en train de le faire aussi. Nous sommes plus réconciliés maintenant qu'il y a 30 ans. Sûr. L'Espagne est plus réconciliée aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Je crois. Nous avons vécu une période très longue de paix, une paix irrégulière avec un gouvernement blablabla, mais nous sommes ici parlant. Il y a 40 ans, nous ne pouvons parler de tout ça. Et ça, c'est la preuve que l'histoire, afortunément, il avance. Heureusement, il avance peu à peu. Il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas toujours se rappeler, se souvenir de tous les agravios, comment se dit? Agravios, je trouve que le terme. Bon, agravios, c'est tous les torts. Ah, tous les torts. Merci, Alice. Et voilà. Il y a une chose en France qui s'appelle le devoir de mémoire, qui est servi à peu près à toutes les sauces souvent. Est-ce que c'est un devoir qui devrait être instauré lui aussi en Espagne ou au Portugal? Peut-être qu'on pourrait entendre David sur cette question. Não, como eu disse há pouco, como j'ai dit tout à l'heure, eu não tenho a certeza se é preciso irmos procurar no passado a verdade. Eu acho que as verdades que nos chegam, as memórias que nos chegam, a mim interessa mais a forma como nós vivemos com isso. Claro que é uma questão difícil porque estamos sempre a falar da justiça que fazemos às vítimas de todos os desastres que nós tivemos nas nossas histórias. Mas a mim interessa-me mais o momento presente. A mim interessa-me mais perceber como é que nós vivemos com essas memórias, como é que nós podemos usar as memórias que nos chegaram para construir alguma espécie de futuro, não é? Porque nós, por exemplo, no meu romance, o meu romance tem uma grande parte do livro que é passada durante a ditadura e a outra parte é contada na voz de um adolescente no momento presente. E, obviamente, este adolescente é um rapaz problemático em casa e na escola. Ele faz bullying. E eu acho sempre muito interessante, porque as pessoas que vêm falar comigo dizem que, quando estavam a ler as partes sobre a ditadura, que muitas vezes saltam à frente os episódios sobre tortura. Porque não aguentam, porque é demasiado horrível, demasiado violento. E, no entanto, a primeira cena do livro é este rapaz a contar que deitou um colega ao chão e pega num punhado de terra e lhe enfia pela boca dentro. E o colega começa a asfixiar. E para mim isso é uma cena tão violenta como as cenas de tortura. No entanto, as pessoas não olham para isso da mesma forma. E eu acho... Eu não tenho a certeza disto, mas eu creio que isso... Eu creio que isso não acontece porque ainda não há trauma em relação a isso. E esta questão da memória, esta questão de querermos à força recordar, à força ir procurar memórias e encontrar a verdade e encontrar justiça, tem a ver com creio eu que tem a ver com esta questão do trauma. E nós queremos resolver isso. E às vezes
não há resolução. E às vezes temos de lidar com os nossos problemas do momento presente. Bien, je vous propose d'écouter un extrait de votre livre, David Machado. Yo quisiera decir una cosa con respecto al olvido. J'aimerais dire quelque chose. Ah oui, bon. J'aimerais dire quelque chose à propos de l'oubli. Tarde o temprano el olvido. Tôt ou tard, on oublie tout. También es cierto que il est vrai également las generaciones que no han vivido estos hechos que nos que les générations qui n'ont pas vécu ce que nous avons vécu et que no van a establecer el mismo vínculo elles ne vont pas pouvoir faire le même lien con esos hechos históricos como avec ces faits historiques comme nous le faisons. También corremos el riesgo de que depositemos toda la memoria en la historia. Nous courons le risque aussi de déposer la mémoire de déposer toute la mémoire dans l'histoire. Considerando que la historia es relato. En considérant que l'histoire est un récit. Pero es un relato hecho con datos. Mais ce n'est pas un récit construit à partir de faits. A los que llamamos verdad cuando entendemos que se corresponden o se acercan ce mucho que a lo nous que appelons pasó. la vérité en fonction de ce qui a pu se passer. Pero en los datos mais les faits se pierde la cara de las personas. Elles enlèvent le visage des gens. Les faits enlèvent les visages des gens. Y esa es la tarea de los escritores. Et là arrive le devoir de l'écrivain. Préserver l'émotion de l'individu, la cara de los que estuvieron le visage de ceux qui en la guerra, ont fait partie de la guerre ou de n'importe quel autre fait historique. Esto a mí me parece una tarea. C'est l'écrivain et pas l'historien qui doit faire ce. C'est l'écrivain. No, el escritor de ficción. C'est l'écrivain qui écrit de la fiction. Aquel cuya tarea consiste fundamentalmente en salvar al individuo. Ce devoir consiste à sauver l'individu. Es decir, al hombre concreto en el cual à l'homme la historia. Concret sur qui l'histoire a répercuté. Por ejemplo, el padre de Antonio. Par exemple, le père d'Antonio. De lo contrario, se perdería en una estadística de anarquistas, de combatientes. Ese testimonio es el testimonio histórico es il muy fait partie importante, des statistiques ailleurs. Pero no es completo. Mais les statistiques ne sont pas complètes. Somos nosotros, los novelistas, los escritores de cuentos. Et c'est nous, les écrivains, les romanciers, los que podemos responder a la pregunta ¿cómo se vivió aquello? Qui peuvent répondre à cette question, comment ces événements se sont vécus. De manera que quien acuda a nuestros textos tendrá una impresión inmediata de lo que fue aquello. De façon à ce que lorsque nous lirons ces textes-là, ceux qui les liront pourront s'imaginer tout de suite comment ça se passait à cette époque. Y podremos suscitar no solo recuerdo, sino también solidaridad o compasión. On pourra créer alors une mémoire, de la compassion et même une certaine solidarité. Ya dije que al final todo se olvida. Tout s'oublie. Pero es verdad que hay un olvido interesado. Mais il y a un oubli intéressé. Hay un olvido calculé. Que beneficia a aquellos que cometieron atrocidades. Qui bénéficie en particulier à ceux qui ont commis des atrocités. Contra ese olvido tenemos que escribir las personas de buen corazón. Nous devons, o las que amamos la justicia. Les personnes qui ont un bon cœur doivent élever leur voix, écrire contre. Yo no tengo la conexión que tiene Antonio con la guerra civil. Je n'ai pas la connexion que Antonio a avec la guerre civile. Mon père était un enfant. De manera que para mí sería una impostura, sería artificioso. Pour moi, ce serait artificiel, voire une me imposture. Documentase para hacer la típica novela de faire le roman typique sur la guerre civile espagnole. Y además se nota cuando esas novelas no están verdaderamente vividas. Et ça se sent quand ces romans ne sont pas réellement vécus. Y muchas de ellas se sostienen en una tesis. Et elles se transforment peu à peu en une thèse. Y otra cosa que me irrita es Autre chose qui m'énerve. El hecho de que bastantes escritores que no vivieron nombreux sont les écrivains qui n'ont pas vécu
no hayan visto otras realidades que han ocurrido en España. Et n'ont pas vu les autres réalités qui ont pu avoir lieu en Espagne. Donde fueron asesinadas más de 800 personas. Les jours où plus de 800 personnes. Sí, 850. 850 personnes assassinées. La historia, los reportajes, yo creo que han estado a la Les reportages, l'histoire. Pero libros en los que se describe el factor humano, mais des livres où on décrit relacionado con el terrorismo, humain apenas llenan en relation avec le terrorisme, on le voit à peine. De manera que estamos dejando las respuestas de façon à ce que nous laissions la réponse à des générations postérieures qui n'ont pas vécu ce dont nous sommes en train de parler. Et si nous ne le faisons pas, nous commettons la même erreur que tant d'Espagnols qui ont souffert de la guerre civile et qui se sont tués ensuite. Et il faut faire attention au moment où nous lançons des reproches. Je vis en Allemagne. Mon beau-père a vécu la Seconde Guerre mondiale en tant comme adolescent. Il m'a raconté qu'à la fin de la guerre, les gens voulaient oublier. Ils avaient tellement mal vécu. Ils se sentaient coupables. Ils ne voulaient rien savoir. Moi, je ne partage pas cette attitude. Et je pense, si nous écrivons des œuvres, si nous faisons des films, nous peignons des tableaux sur ces questions qui nous affectent tous. Nous rendrons difficile de ces auteurs intéressés dont j'ai parlé un peu plus tôt. Mais jusqu'où peut aller l'écriture? Je prends un peu d'avance sur le rendez-vous qu'on a demain matin, d'ailleurs, Fernando. Mais dans votre récit, il y a d'une part votre récit, et parallèlement à votre récit, il y a les notes que vous prenez pour écrire vraisemblablement un autre récit sur la même histoire, mais qui n'est pas écrit. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une impossibilité, malgré tout, d'écrire l'histoire? No he entendido la pregunta. ¿Se refiere a años lentos? Pardon? Oui, pardon. Bueno, Años lentos es una falsa novela. Années lentes, c'est un faux roman. Es decir, contiene los materiales para hacer una novela. Il a tout ce qu'il faut pour faire un roman. Bueno, esto es un juego literario. C'est un jeu littéraire. Porque yo considero que por muy grave que sea la historia que queramos contar, que aussi grave que peut-être l'histoire que nous voulons raconter, personne ne doit jamais renoncer aux aspects esthétiques de son œuvre. Porque si la obra falla como artefacto artístico, parce que si l'œuvre échoue comme œuvre artistique, no servirá a nadie. Elle ne servira à personne et à rien. Pero si uno intenta la obra excelente, mais si on tente l'œuvre excellente y quizá la consiga, et qu'on y réussit, qu'on y parvient, esa obra perdurará en la memoria colectiva. Celle-ci perdurera et restera dans la mémoire de tous. Y hay una posibilidad. Il y a une possibilité de perdurar con la memoria. De perdurer avec la mémoire. ¿Sí? Termino, vuelvo a mi novela. Mi Je novela reviens à mon roman. Mon roman mezcla dos partes distintas de texto. Deux parties différentes, distinctes de Una texte. de ellas es la descripción de vidas L'une est la description de de personas
de clase social baja, de classe ouvrière durante los años 60, durant les années 60, en un barrio de San Sebastián, dans un quartier de Saint-Sébastien, de manera que sin mencionar el franquismo, de façon à ce que lorsqu'on mentionne le franquisme, yo trazo un dibujo cotidiano, je fais le dessin du quotidien de las personas durante ese tiempo, des personnes pendant cette période-là. Y estos testimonios, ces témoignages s'alternent con notas del propio escritor, avec des notes de l'auteur, que juzga o interpreta directamente, qui juge ou interprète directement hechos de aquella época. Ces faits de cette époque. Y el título, ya acabo, Años lentos. Le titre des années lentes. Es una impresión que yo tengo de aquella época. C'est l'impression que j'ai de comment se vivaient les choses à l'époque. Une impression où le temps passait lentement. Il ne se passait rien d'intéressant. Vous voulez intervenir? Une chose. Je crois que oui, je suis d'accord, mais nous ne devons pas oublier que le grand roman sur la guerre, c'est un roman qui s'est écrit 70 ans après les faits qu'il raconte, et c'est un modèle de roman, c'est le roman parfait, c'est La guerre et la paix de Tolstoï. Il n'était pas un témoin direct des faits qu'il raconte, il a lu des livres, il a lu des archives, il a écouté les témoignages de personnes qui ont connu l'invasion napoléonique à la Russie. Et je suis aussi d'accord que les témoignages personnels, ce sont très importants. Antonio, il nous a raconté l'histoire de son père. Mon roman raconte aussi des histoires personnelles, mais d'un point de vue d'écrivain, pas d'historien, parce que j'insiste que ce qui est important pour les lecteurs futurs, c'est donner un témoignage de sentiments, d'émotions, parce que c'est l'émotion la seule chose qui importe dans la littérature, pas la vérité historique, mais une vérité littéraire. Quelquefois, la vérité historique et la vérité littéraire ne sont pas la même, ne sont pas nécessairement la même chose. Et les choses qui raconte Tolstoï à son roman ne sont pas historiques toutes. Il y a des choses qui sont vérités, qui sont réelles historiquement, mais des autres, je crois que les plus importants, c'est qui parlent mieux du temps de Napoléon et de l'armée russe, et ce sont des choses inventées par Tolstoï, inventées dans le même chemin de la vérité historique, mais ils ne sont pas exactement historiques, exactement réels. Je dis tout ça et je crois que surtout nous devons être comme Don Quijote, toujours aux côtés des victimes. Mais le problème de la guerre civile, c'est que beaucoup de fois les victimes, je disais, c'est un bourreau. Quelquefois, et le bourreau, ça serait victime. Je raconte dans mon roman un petit village à l'Andalousie qui était plein d'assassins, qu'à la fin de la guerre, on était assassinés, eux et ses familiales, que ce sont innocents vraiment, coupables, innocents ou innocents seulement. Comprendre l'âme humaine dans des personnages qui sont une chose et après une autre, je crois que c'est le devoir d'un romancier. C'est poser des questions difficiles. L'histoire, ce n'est pas un
un récit linéal. C'est un récit avec beaucoup de hauts et de bas, et d'arrière et de devant, des retours, des choses claires, des choses noires. Voilà, c'est l'âme humaine. L'écrivain doit s'occuper de l'âme humaine. L'historien s'occupe des faits. Ce sont choses pareilles, mais toujours ce sont des choses, ce sont pas la même chose. On va rester dans votre esprit, on va changer un peu le programme de lecture. Je demandais à Juliette de lire l'extrait du livre de M. Trapiello, Plus jamais ça. L'inconnu n'était pas moins troublé que mon père. Je crois qu'il a pris la fuite sans même entendre le second « pardon » marmonné par mon père. À son tour, mon père a pressé le pas dans la direction opposée. On eût dit 2 hommes désertant la scène d'un crime commis une seconde fois à 69 ans d'intervalle. Il n'a pas pris il n'a pas pris la peine de me dire au revoir. Peut-être avait-il déjà oublié ma présence à ses côtés. Je l'ai vu s'éloigner péniblement, appuyé sur sa canne, telle une barque dont la coque prendrait l'eau après avoir brusquement essuyé un coup de mer. Il marchait aussi vite que le lui permettait son boitement, agitant sa canne à la façon d'une rame. Comment oublier la guerre quand on abrite dans sa jambe de la mitraille de 1938 ? J'ai éprouvé pour lui une peine infinie. Je comprenais la victime, j'étais de son côté. Mais le bourreau était mon père, et m'écarter de lui, c'était m'écarter de ma mère, de mes sœurs, de mon enfance, et d'une bonne part de ce que je suis, y compris de ce que je suis précisément en ne lui ressemblant pas. Pour la première fois de ma vie, cet élan a pris le dessus sur l'affection. J'ai tourné la tête, j'ai vu l'inconnu au milieu de la foule. La pluie avait cessé, la rue s'emplissait à nouveau de passants. Il plaquait l'enveloppe blanche sur sa tempe, croyant peut-être qu'il pleuvait encore. Son trouble n'avait rien d'étonnant. J'étais face à un dilemme pressant, impérieux. N'aurais-je pas dû courir derrière mon père, lui demander comment il allait, le raccompagner chez lui ? Je l'avais vu pâlir, s'agiter. Peut-être souhaiterait-il que nous parlions, entamer cette conversation que nous n'avons jamais pu, voulu ou su avoir. Mais la simple perspective de lui rappeler que j'avais été témoin de cette scène m'a paralysée. J'ignorais ce qui était le pire pour lui, qu'un homme l'ait accusé d'avoir assassiné son père ou que son propre fils l'ait entendu reconnaître les faits en demandant pardon. Pauvre père, qu'allait-il faire ? Revenir sur ce qu'il avait si souvent affirmé, que dans son camp, personne, jamais, au grand jamais, n'avait commis le moindre abus, et qu'évidemment, jamais, au grand jamais, il n'avait même été le témoin de quoi que ce soit de cette guerre. Reconnaître qu'il avait fait la guerre aux côtés d'assassins, voir que lui-même en était un. Un jour, j'étais tout petit, j'avais 6 ou 7 ans. L'âge où les mots guerre, mort, tué se révèlent à nous dans toute leur épique et trompeuse magnificence. Je lui ai demandé « Papa, tu as déjà tué quelqu'un à la guerre ?» Il m'a répondu « Non, non mon fils. Bien sûr, il faut parfois tirer, mais moi, je n'ai jamais abattu personne. » Quel soulagement cela avait été. Aurais-je pu vivre sous le même toit que mon père, sachant qu'il avait ôté la vie à quelqu'un ? Au plus, admettait-il, comme tant d'Espagnols de tous bords, que de temps à autre il se sentait coupable de quelque chose de plus grand que lui,
quelque chose dont lui, si insignifiant, n'était pas responsable. La guerre, le mal, vœux pieux. Il me fallut bien des années pour comprendre qu'il est aussi néfaste de se sentir coupable de ce que l'on n'a pas fait que de rejeter toute culpabilité quand on est réellement coupable de quelque chose. Je m'étais habituée à ces coups de canne, mais l'idée qu'il ait tué quelqu'un m'eût été insupportable. Là encore, il m'a fallu attendre des années pour constater, à ma grande surprise, quand j'ai commencé à m'entretenir avec des gens des deux camps qui avaient fait la guerre, que non plus, pas plus que mon père, qui me l'avait assuré catégoriquement, n'avait jamais, au grand jamais, tué qui que ce soit. La guerre civile espagnole est ainsi la seule guerre de l'histoire qui a fait 100 000 morts sans que personne n'ait tué personne. Sans parler des 300 000 exécutions perpétrées à l'arrière-garde et après la fin du conflit. À ce jour et à ma connaissance, or j'ai exploré le sujet à travers des milliers de pages, de livres, de mémoires, de journaux, de confessions politiques, de comptes rendus judiciaires, jamais personne n'a avoué cette chose simple. J'ai tué. L'insurmontable tabou. Cet homme avait surgi du passé de l'oubli absolu. Le totalitarisme a tenté de jeter tous les faits, bons ou mauvais, aux oubliettes. Mais il est vain de condamner à un silencieux anonymat ceux qui se sont opposés au régime. Aussi vain que de taire l'existence des fours crématoires nazis. L'oubli n'existe pas, a écrit Hannah Arendt. Les oubliettes n'existent pas, dit-elle textuellement. Rien d'humain n'est à ce point parfait, et il y a simplement trop de gens dans le monde pour rendre l'oubli possible. Il restera toujours un survivant pour raconter l'histoire. Allais-je rattraper mon père pour entendre de sa bouche ce qu'il a feint d'avoir oublié ? Je l'ai laissé s'éloigner, le dos chargé de son oubliette, et j'ai fait le contraire de ce qu'aurait fait un bon fils. J'ai couru derrière l'inconnu. Merci pour cet extrait, Juliette. Une question pour vous, Antonio. La solution ne serait pas peut-être de savoir d'où l'on vient, de reconnaître ce que l'on est pour asseoir une certaine histoire personnelle. Disant cela, je pense à ce que vous écrivez, puisque vous dites vous-même fils d'un anarchiste et d'une nonne. Est-ce que cette filiation ne fait pas de vous la synthèse parfaite de l'Espagne du XXe siècle ? Oui, en fait, c'est pas tout à fait juste par rapport à ma mère, mais c'est vrai que mon père, comme j'ai dit, qui était un anarchiste, a finalement épousé une femme qui était très religieuse. Donc, et en plus, ils se sont énormément aimés. Hein. Ça n'a pas été un couple ou un mariage. À la fin, ils se sont séparés, mais déjà quand ils étaient très âgés, donc j'ai grandi dans une maison où réellement ça respirait le bonheur, la bonne entente. Et je ne sais pas, effectivement, peut-être, il faut accepter ce que l'on est, mais en poussant un peu plus, ou en prenant l'idée de Fernando Aramburu par rapport à ces oublis intéressés, parce que ça a un rapport avec l'identité sur laquelle nous devons nous construire. Moi, j'ai eu, je ne sais pas, par chance ou par malheur, j'ai vécu aussi, comme Fernando sait, au Pays Basque. Et depuis 1975, donc l'histoire de l'ETA, je puis la suivre, non seulement la suivre, mais aussi la souffrir.
Et j'ai vu également dans quelle mesure la mémoire est un mécanisme qui peut être très facilement reconduit. D'abord, par exemple, les gens de l'ETA ont toujours justifié leur lutte, leur combat, comme une conséquence du franquisme. J'ai trouvé parmi mes étudiants, j'étais prof à l'université jusqu'à il n'y a pas longtemps, des étudiants qui croyaient que réellement la guerre civile avait été faite contre le Pays basque, pour soumettre le basque et pour empêcher l'indépendance de Basque et pour abolir la langue basque. Quand en fait, la position de Basque dans la guerre civile a été plutôt tiède, et il y a eu même des zones qui se sont attachées au franquisme, comme la Navarre ou Alaba, dès les débuts. Et puis après, ces gens qui ont inventé un faux souvenir pour justifier leur lutte, on leur retrouve dans cette même stratégie d'oubli dont parlait Fernando, c'est-à-dire maintenant très pressé pour passer la page d'une histoire qui n'est pas encore terminée. La bande terroriste ETA continue toujours à exister, mais, et c'est ça que je crains énormément, quand on commence à diluer toutes ces questions dans l'histoire, celui qui a été bourreau a été également victime, il y a eu de la barbarie de tous les côtés, donc les uns pour les autres, laissons-le. C'est le même discours que les gens de l'ETA et proches de l'ETA essaient d'instaurer en ce moment. Oublions, parce que, effectivement, nous avons tué, mais nous avons subi également une très forte répression. Il y a eu beaucoup de souffrances de tous les côtés, etc. Donc, Marco Nanix, égalité de tous les côtés, donc la mort des uns pour la mort des autres. Et c'est pas juste. C'est pas juste parce que, effectivement, si on commence à compter, il y a eu beaucoup d'innocents d'un côté et beaucoup de coupables d'un autre côté, qu'ils reconnaissent avoir tué ou pas. La liste des victimes, de ceux qui sont tombés d'un côté et de ceux qui sont tombés d'un autre, existe. Hein? Et il y a une grosse différence entre ceux qui sont tombés d'un côté et ceux qui sont tombés d'un autre, comme c'est le cas de l'ETA. Donc, j'ai toujours très peur de ces discours que, sous l'apparence d'une bonne volonté réconciliatrice, maintiennent en fait l'impunité pour ceux qui ont été tout le long de leur vie, eux et leurs descendants, du côté des bourreaux. Non. C'est pas la même sauce. C'est pas la même sauce. Une guerre civile, et au Pays basque, il n'y avait jamais une guerre civile. C'est faux qu'au Pays basque, il y avait victimes et innocents, et bourreaux et victimes, c'est la même chose. Non, au Pays basque, il y a des bourreaux et des victimes. Point. Je suis absolument d'accord. Mais à la guerre civile, ce n'est pas absolument comme ça. Au franquisme, avait victime. Je n'ai pas dit ça. Ah, j'ai entendu ça. Non, je l'ai entendu. Je n'ai pas dit ça. Je l'ai entendu. Ah bon, j'ai entendu ça. Exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la guerre civile avec le Pays basque et avec le franquisme. Au franquisme existaient des victimes et des bourreaux seulement. Mais à la guerre civile, ce n'est pas comme ça. Et expliquer la guerre civile, c'est compliqué. Je dis ça, c'est compliqué. Pour moi, l'histoire du franquisme, c'est très simple. C'est franquiste, c'est fasciste et c'est victime. L'explication de ce qui est, au Pays basque dans ce moment, c'est ETA, c'est aussi simple, victime et bourreau. Il n'y a pas de problème. Et je serai toujours au Pays basque et dans la post-guerre aux côtés des victimes. Et aussi dans la guerre civile. Dans la guerre civile, je serai avec les victimes
en tant que victime. Si je peux l'être. Si je ne peux pas, ça compliqué. Mon roman parle de ça. Camus disait, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. C'est ça ce que je dis. C'est Camus qui a dit ça. Et ça, c'est ce qui est compliqué d'expliquer même aux Espagnols. À la guerre civile, ce n'est pas la même chose. Je vois qu'il y a aussi des intérêts de mélanger guerre civile, franquisme, ETA, voilà. Non, ce n'est pas la même chose. Est-ce que, on pourra entendre David sur cette question, est-ce que le Portugal vit lui aussi avec ce débat-là, ce type de débat-là, évidemment? Não sei responder a isso. Je ne sais pas répondre à cela. Não sei mesmo. Eu tenho a sensação que em Portugal há mais, pelo que eu estou aqui a ouvir, há mais consenso em relação àquilo que aconteceu. Claro que ainda há pessoas que são saudosistas do regime. E há alguma polémica, mas eu acho que há mais consenso em relação ao que aconteceu. Também, sobretudo, porque em Portugal nós não tivemos uma guerra. Portanto, nós só tivemos a parte da ditadura. E a ditadura era, enfim, com todas as perseguições e violência. Aquilo que nós sabemos é que, apesar de tudo, havia um regime um clima de passividade da população e, portanto, não havia nunca houve esta guerra tão ativa, tão visível. Peut-être qu'on pourrait écouter un court extrait du livre de David Machado qu'on devait écouter tout à l'heure, qui revient, je crois, si l'extrait est le même, sur les moments douloureux du grand-père. La torture qui suivit sa recapture dura plusieurs semaines, voire des mois. Il ne saurait le dire car il perdit rapidement la notion du temps. Pendant la première semaine, ils l'empêchèrent de dormir. Plusieurs fois par jour, 2 hommes entraient dans sa cellule et le frappaient sur la tête, au ventre, au visage. Des coups qui résonnaient en écho entre les murs de son réduit. Ils le battaient pendant de longues minutes sans un mot, puis sortaient pour revenir un peu plus tard, sans lui laisser le temps de s'endormir. Au bout de 3 jours sans sommeil, il commença à délirer. La plupart du temps, il ne savait plus où il était. Il avait des visions. Il voyait souvent Graça dos Penedo passer lentement devant lui en souriant. Il avait un mal de tête permanent qui ne passerait que plusieurs mois plus tard. Il rendait presque tout ce qu'il réussissait à avaler, ce qui était déjà très peu, et s'affaiblissant rapidement, il ne tint que grâce à du pain sec. Il grelottait souvent de froid, car ses tortionnaires lui lançaient de temps en temps un seau d'eau glacée pour l'empêcher de s'endormir, et ses vêtements n'avaient pas le temps de sécher. Il avait la peau et les cheveux couverts de sang, de croûte, d'urine et même de ses propres déjections. Un jour, il trouva 2 dents par terre, et en passant la langue dans sa bouche, il s'aperçut que c'étaient les siennes. Après ce traitement préparatoire d'1 semaine, l'interrogatoire commença. Ils cessèrent de le frapper en silence pour le questionner entre leurs coups. Ils écrivaient leurs questions sur des morceaux de papier qu'ils collaient devant les yeux. De longues phrases dans une petite écriture qu'il n'arrivait pas à lire à cause de ses vertiges et des coups reçus sur les yeux. Que voulait-il? Des noms, surtout des noms.
Ils étaient obsédés par le fait de lui arracher des noms. Noms de personnes, noms de lieux, noms de villes, noms de rues, noms de bateaux, noms de pays, noms d'organisations, noms de tout ce qui pouvait avoir un lien de près ou de loin avec l'opposition clandestine. Est-il nécessaire de le répéter? Nicolaou Manuel n'avait aucun nom à leur donner. Il n'était lié à aucun mouvement d'opposition et ne connaissait personne qui conspirait contre le régime. Jusqu'à sa première arrestation à Lagares, il n'aspirait qu'à une vie paisible dans ces montagnes aux côtés de Grassa et n'avait aucune raison de se révolter ou de s'insurger contre le gouvernement ou contre quiconque. Néanmoins, après avoir résisté plusieurs jours en criant son innocence, il finit épuisé par leur en donner. Il voulait des noms, alors il leur en donna, ne serait-ce que pour qu'ils espacent un peu leur cou et souffrir un peu moins. Quel nom? À part un ou deux, il est impossible de le savoir. Non pas que 50 ans plus tard, ils ne s'en souviennent plus, mais parce que dans l'état dans lequel ils se trouvaient, il oubliait presque immédiatement ce qu'il leur disait. S'il leur donna peut-être quelques vrais noms, il en inventa la plupart. Certains diront peut-être qu'il lança ainsi volontairement ses geôliers sur de fausses pistes, tentant de les enfermer dans un labyrinthe inextricable de mensonges. Bref, de les égarer pour les empêcher de découvrir ses véritables activités. Mais c'est en réalité beaucoup plus simple que cela. Il voulait seulement qu'ils arrêtent de le frapper. L'instinct de survie aiguise la créativité. Plus que des noms, Nicolaou Manuel inventa des personnages, leur imaginant des liens et un passé, leur donnant pour satisfaire ses tortionnaires le profil type des rebelles qu'il recherchait. Les montagnes gagnèrent vie, forme et couleur dans l'obscurité de sa cellule. Il fit naître un réseau de partisans résolus, cachés dans des cavernes de granit ou dans des moulins abandonnés sur les berges de torrents. Des révolutionnaires qui cachaient des armes et de la propagande communiste sous des rochers de la taille d'une maison et qui faisaient partie d'une armée grandissante non seulement de guérilleros entraînés, mais aussi de simples citoyens mécontents, désireux de renverser le régime. Des noms en partie étrangers, bien sûr, car la cause avait passé la frontière portugaise. Où précisément? Lui demandèrent-ils. En France? Oui, en France. Et en Afrique? En Angola? Oui, en Angola. Et au Sénégal également. Ils étaient assez nombreux au Sénégal et dans le reste du monde. Ils étaient des milliers à travers le monde et il pourrait leur dire le nom de chacun d'eux s'il voulait, s'il cessait de le frapper et le laisser reprendre son souffle, ne serait-ce que 2 minutes. Merci pour cet extrait. On s'approche de la fin de cette rencontre. J'aimerais entendre chacun de vous, si possible, quelques minutes. C'est pour une même question. Vous parliez, Andrés, tout à l'heure de deuil impossible. Il y a un mot, il me semble, qui n'a pas été prononcé pendant cette heure et demie. C'est le mot de justice. Est-ce que la mémoire ne passerait pas, peut-être, par une ou des décisions de justice, tout simplement juger des coupables? À mon avis, c'est pour la justice, je crois qu'on doit demander aux victimes d'abord. C'est les victimes qui ont le dernier mot sur ces questions. Mais aussi, la société doit être présente dans ce dialogue avec la justice. Je disais au commencement de mon intervention que je n'ai pas la clé de ces questions très difficiles. Entre justice et paix, oubli, mémoire, c'est une chose qui... C'est un récit que nous devons faire tous ensemble. Ce n'est pas une partie, ce n'est pas une côté du problème, c'est qui doit faire le récit total. Ce n'est pas possible. Et ça, je crois que ça sera mal.
Si le récit, c'était le récit d'une partie seulement, c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'entre tous, je crois à la bonne volonté. Parce que la littérature, c'est une question de bonne volonté. J'aime beaucoup Cervantes, et Cervantes, c'est ça. C'est la bonne volonté. C'était un homme qui n'avait pas un bras, que c'était une victime aussi. Il était en prison et quand même, il n'a pas de rancune aucune pour la vie. Je crois que c'est... Je venais de faire une citation de Nietzsche. Il dit aussi que quoi que la vie... il me fait très mal, je jamais dirai aucun faux témoignage sur la vie. Voilà, c'est ma position aussi. Je travaillerai pour justement pour qu'il n'existe pas de rancune dans personne. Non? Voilà, et la justice, c'est ça, c'est de mettre d'accord beaucoup de personnes qui ont besoin de s'arranger avec le passé. Le passé, c'est douloureux, mais il faut sortir du passé. Fernando, brièvement, justice et mémoire sont compatibles? Le concept de justice me produce temblor. Il me fait trembler. Me pregunto, ¿quién soy yo para decidir? Qui suis-je moi pour décider ¿Qué es justo y qué no es justo? De ce qui est juste et de ce qui est injuste. Y sobre todo si encuentro la injusticia. Surtout si je trouve l'injustice. ¿Qué puedo yo hacer? Que moi je peux faire aux autres. No tengo la facultad de castigar. Je n'ai pas la capacité de punir. Ni quiero tenerla. Et j'en veux pas. Tengo alergia a conceptos Je suis allergique aux concepts abstraits. Como la justicia, comme la justice, la vérité. Me parecen enormes piedras que yo no puedo levantar. Ce sont d'énormes pierres que je ne peux pas porter. Pero yo sé lo que es la injusticia. Mais je sais ce qu'est l'injustice. Y tengo una perspectiva. Et j'ai une perspective. Es decir, yo he visto, he oído. J'ai vu, j'ai entendu. Y eso es lo que yo quiero ofrecer. Et c'est ce que j'ai envie d'offrir. Y hacerlo de manera et le faire de façon que quien lea mis textos à ce que ceux qui lisent mes textes pueda discernir lo que está o lo que estuvo mal y lo que puissent estuvo bien discerner le bien du Pero mal. no porque yo intervenga en el texto Et non pas parce que j'interviens dans le texte como un juez comme un juge que divide una sociedad, un país entre buenos y malos. qui divise une société, un pays entre les bons et les mauvais. Pero llevo bastantes años en este planeta. Je vis depuis un bout de temps sur cette planète. Y sé et je sais que quien mata que celui qui tue no es bueno. n'est pas gentil. David, une réaction? Pero, oui, pardon, finissez. Ni son buenas las razones por las que mata. Et les raisons non plus pour tuer ne sont pas les bonnes. David Machedo. Bom, eu acho que eu creio que a justiça não é o melhor motivo para recordarmos, porque nunca será possível resolver as coisas que aconteceram no passado. Nunca será possível encontrar justiça absoluta em relação àquilo que aconteceu no passado. E haverá sempre alguém que tem contas para ajustar com o passado. Por tudo o que se faça, há de haver sempre um dos lados que não estará satisfeito com as decisões que foram tomadas. Há de haver sempre alguém que não está satisfeito com aquilo que está escrito sobre o passado. E por isso a justiça é sempre uma forma, ou a busca pela justiça é uma forma muito ingrata de olhar para o passado. É necessária ainda assim, mas muito ingrata. C'est quelque chose de nécessaire, mais cependant c'est quelque chose d'ingrat. Antonio, je vous propose d'avoir le mot de la fin de cette rencontre.
Je pense que, au moins, la justice, du point de vue de l'application légale que l'on peut faire, si l'on entend le terme justice comme le règlement légal et judiciaire que l'on peut faire sur certaines questions, est susceptible de changement continuellement. C'est-à-dire que nous, en Espagne, nous avons eu une loi d'amnistie après la mort de Franco qui semblait trancher, je ne sais pas si de façon juste, mais au moins de façon légale, la question de la guerre civile et des crimes du franquisme. Mais nous avons vu jusqu'à quel point cette formulation légale n'a pas contribué ou n'a pas réussi à apaiser les problèmes ou les questions qui pouvaient exister entre les Espagnols à propos de la guerre civile et du franquisme. En ce moment, il y a un procès judiciaire qui est ouvert en Argentine et qui ne peut pas être conclu ou avancé parce que les autorités espagnoles refusent les extraditions qui sont demandées par la juge qui se charge de cette affaire. Ça se passe en ce moment, ces jours-ci. Le juge Garçon a été également évoqué comme quelqu'un qui a essayé d'étranger, sinon justement, au moins judiciairement, sur ces questions. Je pense qu'au moins, moi, je me contenterai, au moins, que le pouvoir sur place, ceux qui font la loi, ceux qui font la justice aussi et qui exercent comme juge ou qui appliquent comme juge les lois qui sont considérées justes par un parti politique ou par un moment ou par certains partis politiques à un moment déterminé, permettent aux citoyens, à ceux qui se retrouvent ou qui se trouvent encore pris dans les pièges de l'histoire, pouvoir se refaire, continuer le chemin, faire, disons, au moins la récupération des cadavres et des morts qui existent encore, et qu'il n'y ait pas une volonté tordue et consciente pour empêcher que ce genre de deuil termine de se faire. Et ces volontés qui empêchent ces deuils de se faire existent en Espagne, sont très puissantes et sont celles que je considère responsables que les blessures restent tellement ouvertes. Donc, pas tellement la justice, mais au moins laisser libre cours aux sentiments de gens pour que tout ce mouvement qui ne veulent pas de la vengeance, qui veulent simplement que les vérités soient dites, que les choses soient racontées telles qu'elles ont été ou telles qu'elles ont été vécues, et qu'au moins les noms de ceux qui ont été considérés toujours et perçus pendant très longtemps comme de forces sataniques et à expulser de l'Espagne soient reconnus comme une partie de l'histoire qui ont fait et qui ont apporté à l'Espagne, je dirais, qu'une bonne partie de son patrimoine moral, éthique, culturel. C'est la seule chose. Merci. Merci à vous.